Pour les humains qui avaient survécu à la chute, il fallait tout reconstruire dans un environnement hostile. Les terres à l'ouest des montagnes Clostrines n'avaient jamais réellement été colonisées par l'homme. Seuls les Keltoni, une tribu qui avait été conquise difficilement par le dominion de Haslia, avaient un semblant d'implantation. Les Keltoni avaient fini par s'intégrer au dominion, mais avaient conservé une partie de leur indépendance et de leur tradition. Leurs druides détenaient la sagesse, et ils vénéraient principalement Ninua, la mère. Ils avaient fui le dominion pendant la période du déclin, en franchissant les montagnes Clostrines. Mais le nouveau foyer des survivants de la chute restait une terre sauvage, peuplée par des aberrations biomantiques, des enclaves des tisseurs, des patrouilles d'Ouegom et des créatures primordiales. Seuls les tisseurs ne montrèrent pas d'hostilité flagrante à l'égard des réfugiés. Ce n'était cependant pas par amour des humains, mais par respect d'accords qu'ils avaient noués avec les Keltoni. Les 100 royaumes commencèrent ainsi à se constituer autour de la grâce. Cette mer intérieure qui, selon la légende, est un don de Ninua à ses enfants, fut la seule étendue d'eau douce à ne pas geler au cours du long hiver qui suivit la chute. Elle prit par la suite le nom de mer du chagrin, à cause des conflits qu'elle vit sur ses rives. Pendant le déclin et après la chute, les Keltoni qui s'y étaient installés depuis longtemps furent repoussés vers le nord par les réfugiés. Différentes factions virent le jour, des petits nobles aux seigneurs brigands, et tous se battaient pour prendre l'ascendant. Ce n'est qu'avec l'arrivée des restes de la 12e Légion que les choses se calmèrent. Les survivants de la dernière bataille de la barricade étaient des guerriers exceptionnels, qui en devenaient presque surhumains. Ils fondèrent les ordres et décidèrent d'être apolitiques, veillant à protéger l'humanité contre les menaces extérieures, et se voulaient garants de la paix interne tout en évitant d'intervenir. Protégée des menaces extérieures par le long hiver et des menaces intérieures par les ordres, l'humanité reprit son évolution, et les progrès techniques furent nombreux. Avec le recul progressif du long hiver, les humains commencèrent à coloniser ce nouveau territoire, les races anciennes s'étant mises en retrait. Les tisseurs restaient dans leurs forêts loin à l'ouest, les spires avaient décidé d'éviter les contacts et faisaient tout pour maintenir les humains à distance. Ceux qui s'approchaient trop finissaient par disparaître. Seuls les Dwegom manifestaient un peu leur présence, et parfois même commerçaient avec les humains, échangeant les métaux précieux et gemmes qui n'avaient pas de valeur à leurs yeux contre des épices, du sucre ou des spiritueux. Cette colonisation se fit sans rencontrer de résistance, jusqu'à ce qu'ils parviennent au contact des Nords, au nord, et des cités-États, au sud. À la suite d'une série d'événements tragiques, une guerre éclata entre les différents royaumes et dura tout au long de la période que l'on appelle les Années Rouges. C'est au cours de cette période que les Nords déclenchèrent une invasion du nord des 100 royaumes. Si cette invasion fut stoppée, ce fut au prix de grands sacrifices, et l'Ordre de l'Épée, notamment, paya un lourd tribut en hommes qui l'incapacita pendant des décennies. C'est à cette époque qu'émergea Charles Armatellum. Fils illégitime d'un petit noble, doué d'une grande intelligence et d'un sens politique affûté, il réussit en peu de temps à gagner en pouvoir, tant sur le plan militaire que sur le plan politique, jusqu'à devenir une force incontournable des 100 royaumes. Il utilisa alors son pouvoir non pour asservir ses voisins, mais pour leur venir en aide. Il repoussa les cités-États au sud et les Nords au nord, tout en s'assurant du soutien de l'Église théiste et de l'Église déiste. Ces deux églises héritaient de certains traits de l'Église du Dominion. Les théistes, proches de la noblesse, considéraient la chute comme un châtiment mérité pour une humanité corrompue, et que les survivants, et plus particulièrement leurs meneurs, avaient droit à une seconde chance. Les déistes voyaient dans la chute la preuve du divin, mais aussi de ses limites. Ils incitaient tout un chacun à la perfection de soi pour atteindre la divinité. Une part importante de la population n'était cependant ni théiste ni déiste, et restait simplement sceptique, ne voyant pas dans les dieux des êtres exceptionnels, si ce n'est en pouvoir, et préférait ne pas les vénérer. Au cours de la décennie qui suivit, Charles Armatellum finit par rallier tous les nobles. Et là où tous s'attendaient à le voir se proclamer empereur, il choisit de renoncer au trône et demanda à entrer dans les ordres. En agissant ainsi, il redorait le blason des ordres, en montrant qu'ils étaient plus importants qu'un trône,
et leur apportait son pouvoir personnel et l'aura qu'il avait gagné auprès du peuple. Son fils monta sur le trône 1 an plus tard, et ce fut le début de l'Empire Télian, soutenu par les nobles, les 2 églises et les ordres. Charles Armatellum avait réussi à unifier ce peuple. L'Empire prit cependant fin au cours d'une nuit tragique, bien longtemps après Charles Armatellum lui-même, lorsque tous ses descendants directs furent assassinés. Plus de 6 siècles ont passé depuis la chute. Cette catastrophe et le long hiver qui ont suivi ont changé Ea. Les 100 royaumes sont perpétuellement en conflit et les nobles cherchent à s'approprier les restes de l'Empire. Mais l'arrivée des Wa'adrun d'au-delà des montagnes Clostrines commence à se faire sentir et à changer de nombreuses choses. Les cités-États ont aussi changé et sont désormais partagées entre les démagogues et les tyrans, bien loin du rêve de Platon de Corée. Les Nords ont vu le retour de quelques Einherjar, mais reste un peuple divisé que seule la haine pour ceux qui ont tué leur dieu peut encore unir. Les Spires, distants pendant longtemps, ont commencé à interagir à nouveau avec le monde extérieur, même si leur structure interne a bien changé sous la pression des princes marchands. Les guerres sont de plus en plus fréquentes, et instinctivement attirés, les Dweghom sont petit à petit sortis de leur forteresse. À l'est, l'ancien dominion sort de sa torpeur et apporte la paix mortelle de Hazlia partout où il passe. À l'ouest des 100 royaumes, les principautés de Polmar ont vécu une guerre incessante ces dernières années et ont vu l'émergence d'armées entières de mercenaires qui inquiètent leurs voisins. Sous Yggdrasil, parmi ses racines, dans la partie qui n'a pas été détruite par les légions de Hazlia, les seuls survivants du Ragnarok s'organisent, guidés par leur haine pour le reste du monde, assoiffés de vengeance. Et enfin, par-delà l'océan, les rois sorciers, descendants de ceux qui ont abattu Hazlia, s'intéressent à nouveau à ce qui se passe en dehors de leur territoire.